Bonjour à tous. Le Bénin célèbre la journée nationale de lutte contre la corruption. Le thème retenu pour cette 13e édition est « Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin ». Une célébration qui se veut un appel à l'endroit des jeunes sur la nécessité de s'engager dans la lutte durable contre la corruption. Lutte contre la corruption, donc, où en est le Bénin? C'est le sujet du dossier de la semaine. Et au menu du décryptage, la question de la restitution de certains biens culturels par la France. 26 œuvres d'art pour être plus précis. Et si le Bénin se dit prêt à récupérer ces biens culturels et à les mettre en valeur, beaucoup de Béninois s'interrogent encore si c'est de bonne foi ou non. Deux confrères aguerris vont essayer de décortiquer la question avec nous ce matin. Voilà qui donne le top de votre émission Week Echo de ce dimanche, le deuxième mois de décembre. Et pour planter le décor, voici le mini-journal présenté par Amandine Anyambossou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mini-journal fait du Gari, un produit identitaire reconnu au Bénin. C'est l'objectif de la plateforme Gari. Elle réunit tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de production et veut miser sur la qualité pour faire du Gari, un label. Igor Ayosso, Estelle Pazou. Ici, les femmes sont occupées. Elles épluchent le manioc pour le transformer en Gari. Étape après étape, le travail est manuel et même pénible. Pourtant, ces femmes réussissent. Mais il faut désormais voir grand. La plateforme Gari Bénin est la réponse à cette préoccupation. Elle réunit ici producteurs, transformateurs et commerçants afin d'œuvrer pour la promotion des produits dérivés du manioc. Aujourd'hui, nous appuyons les entreprises, des femmes qui sont dans la transformation pour pouvoir accéder au marché tant au niveau national, régional et qu'à l'international. L'efficacité, la quantité et surtout la qualité, tous ces critères sont de mise pour conquérir le marché international. Et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, depuis plusieurs années, met tout en œuvre pour les conjuguer en acquis. Déjà depuis plus de 5 ans, avec le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, nous offrons des subventions pour aider à avoir des équipements respectant les normes et avoir aussi des unités de production qui respectent les exigences en matière de qualité pour le faire. Donc nous donnons de cette subvention, nous donnons des renforcements de capacité, nous les aidons aussi à tisser des relations avec les institutions de microcrédit pour avoir les fonds complémentaires pour que cela ne se repose pas sur juste des subventions, pour pouvoir étendre leurs activités, accroître leur business. Après avoir suivi avec attention les différentes communications sur les normes de sécurité sanitaire indispensables à toute entreprise qui vise le marché sous-régional et international, les producteurs de manioc, un des principaux acteurs de la réussite des objectifs de la plateforme, ont déduit eux-mêmes les défis qui sont désormais les leurs. Nous devons d'abord assurer la qualité de la production. Donc on doit produire la matière première de bonne qualité. Et le second défi, il faudra que ça soit en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire les transformatrices. Un troisième défi, ça doit être la disponibilité de cette matière première. Par la voix de leurs représentantes, les femmes transformatrices et commerçantes ont pris l'engagement d'aller par Monzévo porter l'information aux autres femmes avec un accent particulier sur les exigences pour une meilleure qualité. La plateforme Gari est une belle initiative et nous en sommes heureuses. Nos sœurs transformatrices, où qu'elles soient, auront un compte rendu fidèle, surtout en ce qui concerne l'entretien et la qualité du Gari.
bon entretien on a tidjain bon dion de micro son galigbon d'ailleurs mais na lele so afo eni on touté bon tomito na inuko bonado ye. Un bureau composé de 3 membres, une présidente, un secrétaire et une trésorière a été mis en place, toujours dans le but d'agir et grandir ensemble au nom de la plateforme Gari. Les opérateurs économiques tunisiens étaient à Cotonou, c'est dans le cadre du forum économique placé sous le thème croissance partagée. 3 jours durant, ils ont partagé leurs expériences en matière d'opportunités et d'affaires. Ce forum a permis au thème des assises d'engager des partenariats gagnant-gagnant. Reportage, Enoch Roupati, Patrick Nimanvo. Dans son rapport de 2018 sur les perspectives économiques en Afrique, la BAD, Banque africaine de développement, a estimé que le Bénin, à l'instar des pays comme le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Togo, devrait connaître une croissance d'au moins 5%. La CONEB, Confédération nationale des employeurs du Bénin, s'active déjà de son côté pour l'atteinte de cette ambition. En témoigne cette rencontre d'hommes d'affaires tunisiens et béninois. Le plan de travail annuel de la CONEB vise entre autres à permettre à nos mandants, aux membres de la CONEB, justement, de bénéficier des opportunités d'expérience à l'international. Nous l'avions fait il y a quelques mois avec les Français. Nous le faisons cette fois-ci par 2 fois avec les Tunisiens. Il faut comprendre que les organisations patronales comme les nôtres ont d'intérêt à rassurer leurs pairs, leurs homologues, qui se comprennent parce qu'ils sont dans le même creuset patronal. Les entreprises tunisiennes qui participent à ce forum économique proviennent des secteurs comme l'agroalimentaire, les industries mécaniques et électroniques, de matériaux de construction, de promotion immobilière et de l'architecture. Elles offrent leur expertise aux opérateurs économiques béninois. Le Bénin, c'est aussi une porte d'entrée pour les pays de l'Afrique occidentale et le Nigeria. Et donc, nous pouvons certainement, nous Tunisiens, en accord et en partenariat avec nos frères et homologues béninois, nous pouvons essayer un petit peu de travailler ensemble vers ces marchés-là. Nous avons des partenaires industriels qui sont ouverts à l'investissement et au partenariat. Et donc là aussi, nous sommes disposés à examiner les opportunités d'investissement qui peuvent se faire entre la Tunisie et le Bénin dans une approche gagnant-gagnant. Bien sûr, ces investissements, ils ne peuvent que créer de la richesse, que créer de l'emploi des 2 côtés, aussi bien au Bénin qu'en Tunisie. Les 2 parties s'accordent sur des partenariats gagnant-gagnant, d'où le choix du thème d'échange, la croissance partagée. C'est déjà un pari réussi parce qu'on aura des B2B où on parlera directement avec nos partenaires tunisiens, on se comprendra et après ça peut déboucher par des contrats commerciaux et autres. La première mission, nous n'avons pas encore fait le bilan, mais déjà il y a des contrats qui ont déjà été signés, il y a déjà des ventes qui ont été faites, mais au-delà de ça, nous sommes demandeurs auprès de nos frères tunisiens de nous accompagner, j'allais dire, vers l'excellence. Ils ont pratiquement tout à un coût très abordable pour nos communautés. Le Bénin et la Tunisie, une relation qui dure depuis une 50aine d'années. Cette tribune répond donc parfaitement aux attentes des 2 pays qui s'efforcent à améliorer leur climat des affaires pour une croissance économique soutenue. Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité, voilà le thème de la 2e conférence sur la sécurité intérieure au Bénin. Objectif, contribuer à la sensibilisation sur l'importance des innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité. On retrouve Enoch Roupati et Bénédicte Posso. La libre circulation des personnes et des biens incombe en premier lieu à l'État. Et pour y arriver, cela passe forcément par la mise en place et le renforcement de la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, aujourd'hui, se modernise grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La sécurité ne doit plus être l'affaire des seuls hommes en uniforme. Nous voulons réfléchir sur la contribution des nouvelles technologies. Puisque nous sommes dans la modernité, qu'est-ce que les nouvelles technologies
de l'information et des communications peuvent apporter de façon concrète à la réalisation des objectifs sécuritaires dans le pays. Donc cet atelier nous permettra de jeter les bases afin de faire des propositions concrètes au gouvernement. Mais cette sécurité intérieure ne serait une réalité sans une franche collaboration de la population, ce qui passe sans doute par l'utilisation des innovations technologiques. Pour se familiariser davantage avec ces outils, les premiers acteurs et les experts sont ici réunis pour débattre autour du thème « Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité intérieure ». Dans le cadre de la coproduction de la sécurité, je voudrais demander à tout un chacun de prendre un minimum de précautions. Le 166, qui est un numéro ouvert au public et qui est gratuit, doit pouvoir être exploité au maximum. Malheureusement, il y a certains qui continuent de faire rétention d'informations. Dans cette période de fin d'année qui s'annonce, n'hésitez pas à dénoncer tout comportement suspect. Nous sommes prêts à réagir efficacement et promptement. Cet exercice auquel se prêtent ces acteurs et participants est à sa deuxième édition. Le concept coproduction de la sécurité intérieure par les innovations technologiques est une initiative du gouvernement béninois et fortement soutenue par la fondation allemande Ansaidel. Pour tout citoyen d'un pays démocratique, la problématique de la sécurité ne doit plus être considérée comme une affaire seulement des forces régaliennes, mais plutôt devrait être partagée et assumée par toutes les parties prenantes, d'où le concept de la coproduction de la sécurité. En conséquence, nous osons espérer que la dynamique enclenchée sera poursuivie pour le bien-être des populations béninoises. La Fondation Ansaidel, que je représente ici, pour sa part, vous renouvelle sa disponibilité. À l'ère de la modernité et de la dématérialisation, l'utilisation des innovations technologiques pour assurer la sécurité des citoyens est plus qu'impérieux. Fin de ce mini-journal, très bonne suite de Wikeko. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Après le mini-journal, vous le savez, c'est la revue de presse économique et Estelle Pazou a encore lu les journaux pour nous cette semaine. Amis des canards, salut. C'est parti pour la revue de l'actualité économique de la semaine. Coopération bilatérale, bientôt des investisseurs estoniens au Bénin. Information à lire à la une de l'Économiste pour ainsi annoncer la visite au Bénin de la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid. Pour le quotidien, le Bénin et l'Estonie filent le parfait amour en écrivant une nouvelle page de leur histoire avec en point de mire la mise en œuvre des dispositions des mémorandums d'entente signés pour la réalisation du programme du numérique au Bénin. À propos de la même actualité, Fraternité expose les temps forts de la visite de Kersti Kaljulaid et au progrès d'exposer les nouvelles opportunités pour les opérateurs économiques béninois. Nouvelle expression écrite à ce même propos, secteur du numérique au Bénin, la présidente de l'Estonie salue les efforts du gouvernement. Séduite par les performances du Bénin dans le domaine du numérique, Kersti Kaljulaid a partagé les expériences de son pays. Semaine de l'inclusion financière de la BCEAO, les défis de Wadagne pour booster les économies. C'est l'économiste qui porte l'information. En sa qualité de président du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le ministre béninois de l'économie et des finances était présent à Dakar à la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA. Avec ses homologues, ils ont décortiqué la problématique de l'accès permanent des populations aux produits et services financiers. La nation vient renchérir et titre à sa une, semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA, remis à Wadagne pour une politique économique efficace. L'autre quotidien évoque pour sa part les défis annoncés par le ministre. Pour lui, explique le journal, il est nécessaire de poursuivre le renforcement et l'assainissement des institutions de microfinance.
Résolu à faire de la disponibilité de l'énergie électrique un pilier de son développement, le Bénin ne cesse de multiplier des initiatives pour atteindre son autonomie énergétique et devenir un centre d'attraction dans la sous-région. Le sommet international sur l'électricité en Afrique s'est ouvert jeudi dans cette perspective. Pendant 3 jours, le Bénin devient le centre d'attraction des préoccupations sur l'énergie. Information à lire dans les colonnes de l'autre quotidien. Nouvelle expression vient compléter et entrevoit une indépendance électrique responsable des pays africains. Des discussions et concertations sont menées pour explorer de nouvelles solutions énergétiques et adopter de nouvelles stratégies dans le cadre de la redistribution de l'électricité aux populations. COP24 en Pologne, le rendez-vous mondial qui rassemble jusqu'au 14 décembre la plupart des dirigeants de la planète. Principal sujet, la finalisation des règles de l'accord de Paris qui prévoit un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés et la diminution de l'utilisation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Et le maire Nyolonfon et ses pairs apportent leur contribution aux travaux. Ces nouvelles expressions qui apportent l'information. Bénin intelligent écrit à ce propos, travaux de la COP24 en Pologne, Cotonou dignement représenté par le maire Isidore Nyolonfon et ses pairs. Groupe de travail sur le financement du numérique au profit des ODD, Aurélie Adam Solezumaro parmi les 6. La priorité en fait une priorité à sa une. L'ONU vient en effet de publier la liste des personnalités africaines chargées de proposer des stratégies visant à tirer profit du potentiel de la technologie financière pour faire progresser les objectifs de développement durable. Professionnelle confirmée des télécommunications, la ministre de la Communication et de l'économie numérique y figure, faisant ainsi honneur à son parcours académique. Fraternité vient couronner et inscrit à sa une financement du numérique, Aurélie Adam Solezumaro parmi les 6 personnalités nommées par les Nations Unies. Fin de cette revue de presse. Prenez du plaisir sur Wikeko en attendant bien sûr d'avoir de mes échos dimanche prochain. Merci Estelle Pazou, au plaisir de vous retrouver dimanche prochain. À présent, faisons la place au décryptage. Les conclusions du rapport sur la restitution du patrimoine africain ont été vécues par de nombreux Béninois comme une victoire. Victoire d'autant plus significative que la remise de ce rapport favorable à la restitution était suivie peu après par la décision du président français Emmanuel Macron de restituer au Bénin 26 biens issus du sac d'Abomey par l'armée coloniale française en 1892. Avec moi sur ce plateau pour en parler, je reçois Happy Goudou. Il est journaliste culturel, mais également gestionnaire de patrimoine. Happy, bonjour. Bonjour, cher ami. À vos côtés, il y a Serge David Zouémé, même casquette que vous, Happy Goudou. Il est également journaliste culturel et gestionnaire de patrimoine. Bonjour, Serge. Ravi, cher ami. Alors, la restitution des biens culturels, Serge, est-ce une victoire pour le Bénin? On peut, à première vue, on peut le dire, à la lumière justement de tout le processus ayant conduit à cette dernière décision de la partie française. Je crois qu'au niveau de l'État béninois, des efforts ont été faits, des initiatives ont été prises afin que ces biens qui renseignent un peu sur notre identité nous reviennent et que nous-mêmes Béninois, on puisse nous replonger, nous mirer à travers ces biens pour retracer la courbe de notre histoire. Et si aujourd'hui nous avons cette nouvelle, à savoir que des biens seront restitués, c'est tout le bonheur et que nous pouvons souhaiter en réalité. On ne peut que s'en réjouir. Très bien. Et donc, si des Béninois s'en félicitent aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous mettons dans la danse pour dire, Inch'Allah, on remercie un peu cette décision qui a été prise. Alors, Happy, vous êtes comme tous les Béninois qui apprécient et qui applaudissent des deux mains cette décision? Oui, on applaudit, mais ce n'est pas pour autant dire que c'est une victoire. Parce que vous savez très bien que si on doit tenir compte de tout le processus, c'est une avancée dans ce processus de restitution. Et ça ne peut aboutir qu'ensemble avec les deux pays. Ça veut dire que nous ne sommes plus sur un terrain de bataille, ni c'est pas de concurrence, ou etc. Mais nous sommes sur un terrain purement et simplement
de négociation, de diplomatie et de coopération culturelle. Parce qu'aujourd'hui, après lecture du rapport, ce qui a beaucoup plus milité en faveur donc, de cette première étape de la restitution, puisque le président français Emmanuel Macron l'avait promis le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, que les biens qui se retrouvent en France ont aussi la possibilité d'être valorisés à travers Lagos, Cotonou, Dakar et Abidjan, etc. Du coup, ce n'est pas une victoire, c'est une avancée dans le processus parce qu'on est arrivé d'un commun accord à commencer justement par cette première étape qui s'étale sur 5 ans, donc jusqu'en 2022. Et donc, une première décision qui ne tienne pas compte de la législation actuelle ou en vigueur en France. Donc, on est purement sur le terrain de la coopération culturelle. Quand moi, j'ai fini par... c'est ce que j'ai compris. Alors, parce que quand même, le Code du patrimoine français ne permet pas encore qu'on restitue quoi que ce soit. On va y en revenir un peu plus dans les échanges, mais déjà, certains estiment que c'est bien, ou plutôt que ce ne sont pas uniquement des objets, que c'est l'incarnation spirituelle du Bénin même qui est à l'extérieur. Mais c'est très exact, parce que ce qui manque à ces biens de l'autre côté du quai Branly, par exemple, qui est un des grands musées français à regorger de plusieurs collections venant des pays, des civilisations noires, et surtout d'Abomey, c'est effectivement l'explication donc de ces biens. Tous ces biens sont chargés de symboles et de sens qui ont qui jouent un rôle social dans leur environnement initial, qui est l'Afrique. Donc, Abomey pour les biens qui vont être restitués bientôt. Et du coup, de l'autre côté, ils n'arrivent pas à se reconnaître à travers ces biens. Rien que la lecture des cartels, on met juste statuettes portatives, machin, ou bien, etc. etc. Alors que les biens sont chargés d'attributs immatériels que seuls les détenteurs peuvent, disons, recharger. Donc, moi, je dis, dès que ces biens vont revenir, vous allez voir, c'est comme le compteur à 4 qu'on recharge et qui travaille. Alors, ces biens devront être rechargés quand ils vont revenir au Bénin. Cela nécessite des rituels, cela nécessite beaucoup de choses. Évidemment, étant donné que ces biens ont été, je vais dire, exportés de façon illicite, et donc enlevés de leur cadre originel, donc le discours qui tourne autour de ces biens n'est plus d'actualité. Lorsque ces biens se retrouvent dans un environnement autre que justement l'environnement initial identique, et donc le discours n'est plus là. Ce discours en France n'a plus son authenticité. Il faut donc que ces biens reviennent justement dans leur environnement initial et que ce discours-là justement soit à nouveau relooké et pour que ces biens-là retrouvent justement leur sens. Et c'est là justement le travail qui va être fait. Il y a justement un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur cette chaîne-là. Et donc, lorsque ces biens vont se retrouver ici à Cotonou, au Bénin, et donc, on va recréer le cadre initial, redonner le sens, et donc, l'aspect immatériel de ces biens-là. Donc, à travers des discours, on va réhabiller tout ceci pour que le visiteur simple, béninois, ou même étranger qui revienne et qui visite, justement, que ce soit dans des musées ou dans des lieux d'exposition, puisse retrouver dans l'environnement initial original justement de ces biens à travers justement le discours. Parce que justement, quand on parle de biens culturels, au-delà justement de la valeur, je vais dire, comment on dit ça, de la valeur universelle exceptionnelle que doit déployer ou projeter le bien, il y a également l'aspect authenticité, il y a également l'aspect intégrité. Et donc, c'est un ensemble, et je crois que les professionnels du secteur du patrimoine culturel vont certainement réfléchir dans ce sens-là pour que les biens, une fois de retour, puissent retrouver le cadre. Alors, justement, il y a un colloque qui est prévu par la commission béninoise qui est mise en... Mais avant, le rapport a préconisé la modification du Code du patrimoine français. Et Rapi l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que cette modification ne va pas prendre du temps? On a 5 ans, certes, mais pensez-vous qu'en 5 ans, les députés français vont accepter, revoir leur législation pour permettre la restitution de ces biens-là? Je crois que c'est d'abord une question de volonté.
La preuve est que ce que nous qualifions de victoire en griffe aujourd'hui, c'est sans nul doute le fruit d'un processus, surtout parlant de l'aspect diplomatique. Parce que quand nous prenons même les conventions, surtout la convention d'UNIDROIT, qui renseigne sur la problématique en termes de restitution de biens illicitement déportés. Et donc, quand vous voyez un peu des clauses des dispositions, ce n'est pas toujours évident qu'on espère justement cette, je vais dire, cette évolution des choses. Et donc, du coup, la démarche diplomatique va continuer. La volonté de collaborer en termes de restitution du patrimoine culturel sera sans nul doute une réalité davantage pour que, lorsque la volonté est là, sans nul doute, le code dont il est question peut être retouché. Donc je me dis, ne nous mettons pas totalement dans une démarche, de légiférer, de revoir, de retoucher, suivant justement les normes, suivant les clauses. Quand la volonté diplomatique est là, on peut espérer justement, pourquoi pas, une relecture du code. Alors, Rapi, la volonté diplomatique, elle est bien ancrée. Le chef de l'État, à la tribune de l'UNESCO, l'a dit clairement. Mais aujourd'hui, ce problème-là demeure toujours. La modification du code électoral français, pardon, du code du patrimoine français. J'ai entamé cela pour dire quoi? Aujourd'hui, vous savez que tout ce qui est légal n'est pas pour autant légitime. Tout à fait. Et un chef d'État, un président d'une république incarne les deux valeurs. Valeur légale, valeur légitime. Il a joué sur les deux fronts, le président Macron, et il a constaté effectivement que de façon identitaire, les biens ne ressemblent ou les Français ne se reconnaissent en aucun cas à travers ces biens. Ces biens sont entrés parce que c'est le code, c'est la loi de 4 janvier 2002 en France, et notamment l'article 451-1 qui prône l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de ces biens. Une fois les biens entrés sur le territoire français et inventoriés donc dans leur patrimoine, ils deviennent français. Mais comment ces biens sont-ils rentrés? Ça, c'est la première question. Et il y a plusieurs parcours de ces biens. Il y a par exemple ce que tout le monde a reconnu entre 1892 et 1894. Tout le monde a reconnu justement que le général d'ordre, Alfred Amédée d'Orde, est venu à Abomey, disons, faire capituler le roi Béhanzin. Il est parti avec son armée et beaucoup de butins de guerre. Et donc, ce que lui-même a rendu au musée public, qui est un musée de l'homme, entre-temps devenu musée du Quai Branly, Jacques Chirac, c'est dit qu'on a au moins dénombré 40 biens, parmi lesquels, première restitution. Ça, au moins, on sait que c'est un pillage. D'accord? Mais les autres biens qui ont de parcours différents, par exemple, ceux qui arrivent en Afrique, notamment à Abomey, et qui entretiennent des relations avec des princes, qui leur vendent des choses à vil prix. Donc voilà, on échange. Il y en a qui les soustraient sans même... jusqu'à aujourd'hui, les biens continuent de partir parce que nous-mêmes, à l'interne, on n'a pas encore inventorié nos biens et on n'arrive pas à certifier nos biens, etc. Donc, ces biens partent de toute façon. Il y a les membres de l'armée française qui ont laissé des biens à leur progéniture, qui les gardent par devers eux dans leur collection privée. Tout ça, il y en a qui les ont vendus, mais d'autres les ont gardés. Il y en a qui les vendent sur les enchères. Donc voilà, il y a plusieurs parcours donc, de ces biens-là. C'est tous ces biens-là qui sont concernés par la législation. Mais au moins, il y a eu la cible de ce qu'on reconnaît que Amédée d'Orde est allé chercher. Et donc, je crois que c'est parmi ces 40 biens que 26 vont nous revenir, parce que ces 26 jouaient un rôle social dans le contexte royal d'Abomey. Et du coup, on n'a pas besoin de seulement se surfer sur l'aspect législation en vigueur avant de restituer cela. Voilà. Donc, puisque les deux pays entretiennent une coopération française, enfin, une coopération culturelle, je vais dire. Donc, entre le Bénin et la France, il y a quand même une coopération culturelle. Donc, au nom de cette coopération et en fonction de cette injustice, le monde évolue aujourd'hui à aplanir les injustices. Il faut aller en justice et en paix. Donc, au nom de toutes ces valeurs, je crois que le président Macron pouvait se donner ce courage de demander de restituer dans des délais mais ça va au-delà du président Macron, puisque les députés sont exactement. Donc, lorsque
il a promis au moins en 3 étapes sur une durée de 5 ans. Puisqu'ils exigent aussi que les pays d'accueil puissent accorder voilà, des conditions de conservation durables à ces biens-là, parce qu'ils l'ont fait pendant plus d'un siècle. Et donc, il faudra quand même que les 2 pays s'entendent pour le faire. Si nous allons craindre les députés français, parce qu'aujourd'hui, la majorité de la France n'est pas favorable du tout. Tout à fait. Mais entre-temps, une minorité antiquaire, par exemple, vous voyez le musée le petit musée de la Récade qui est au centre de l'Obosunpa est une forme de restitution qui ne dit pas son nom. Il y en a déjà qui se sont organisés en privé et qui ont restitué au moins rien que des Récades. Et le symbole des Récades, vous-même, vous le savez. Donc, du coup, je crois qu'il y a toute une pression et, en tout cas, moi, c'est pourquoi j'évite de parler de victoire et je dis que ce n'est qu'une avancée dans un processus qui engage les 2 pays qui sont pays frères, pays amis. Alors, l'autre chose que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il faut que les pays qui doivent recevoir ces biens se préparent également. Le gouvernement béninois a prévu ériger un nouveau musée, suivant le modèle du musée d'Abomey. Alors, pensez-vous, un musée qui sera d'ailleurs construit d'ici 2 ans, pensez-vous que d'ici 2 ans, on sera prêt pour recevoir ces biens-là et les valoriser? Même si les biens viennent demain, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des mesures provisoires de conservation. Mais c'est difficile. Non, pas du tout. On en a eu, je vais vous donner un exemple. Le pays est un et indivisible. Donc, aujourd'hui où la loi, la loi sur le partenariat public-privé est en vigueur dans notre pays, donc on ne va plus avoir peur de faire appel à des privés qui ont peut-être des conditions de conservation meilleures de ces biens, etc., pour que cela soit réellement fait. Du coup, je crois que le gouvernement est suffisamment responsable. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération aussi l'a annoncé qu'il y aura des mesures provisoires de conservation de ces biens. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui s'inquiètent. Aujourd'hui, tel que nous vivions le délestage au plan de l'énergie électrique, il y a 2 ou 3 ans. Ce n'est plus pareil. Ça veut dire que déjà, il y a une avancée économique dans ce sens. Il y a aussi que ce que ça peut rapporter à notre pays. Nous avons, avec le président Talon, dit à tous les Africains, venez au Bénin sans visa. Donc, ceux qui avaient des difficultés à aller en France visiter, c'est une grande richesse qui viendra des pays africains, 55 pays d'Afrique. Vous voyez qu'on n'aura plus besoin d'aller en France avant de voir ces biens. Donc, c'est une destination Bénin qui va être bien ravivée. Alors, avec ce que Rapi vient de dire, le tourisme béninois sera boosté. Mais les Béninois eux-mêmes n'ont pas la culture du musée, Serge. Oui, je voudrais revenir rapidement sur un point, à savoir que la question de la restitution met en avant un plan de gestion, une question de protection, de conservation et de mise en valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le PAG du chef de l'État, on entrevoit la construction d'un certain nombre de musées pour abriter ces biens. Mais je dis qu'au-delà de tout ça, il faut qu'au niveau, par exemple, de la question de la protection, les tests qui existent, par exemple, nous avons la loi 2007-20 du 23 août 2007 qui porte protection du patrimoine culturel, du patrimoine naturel à caractère culturel et du Bénin. Il faut que déjà, on puisse travailler justement à adopter, à mettre en place les outils de mise en œuvre, à savoir les arrêtés d'application, pour que justement ces biens qui seront installés bientôt puissent bénéficier également d'un dispositif en termes de tests pour leur protection. La question de la valorisation également là, j'espère que les professionnels sont là. Évidemment, aujourd'hui il est question justement de la mise en tourisme du patrimoine culturel. Et je crois que progressivement qu'on va en arriver. C'est vrai que le Béninois n'a pas effectivement la culture d'aller au tourisme, d'aller au musée, visiter le bien culturel, etc. Mais je crois que c'est progressivement, ça va venir. Il faut peut-être que déjà, il faut commencer à insérer ça justement dans les curricula de formation pour dire, il faut aller découvrir ton pays, te retrouver ou te mirer à travers justement les biens patrimoniaux. Et c'est justement là que ça va prendre. Ne nous leurrons pas. Les Béninois ne vont pas découvrir du jour au lendemain justement une pratique qui n'ont pas, à savoir aller dans les musées. Mais il faut que tout ça soit justement dans un cadre formel, une dynamique justement qui amène les uns les autres à dire je dois aller au musée, aller visiter le bien culturel, qui est une marque identitaire, qui me replonge justement dans mon vécu, et c'est un peu ça. Merci donc à vous, chers confrères. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour décortiquer le sujet. Certainement qu'on va y revenir dans une autre émission. Merci Serge David Zoume. Vous êtes journaliste culturel, gestionnaire de patrimoine, tout comme Rapi Goudou, journaliste culturel et
gestionnaire de patrimoine. Merci à vous. Place à présent au dossier de la semaine. Le Bénin dispose depuis plusieurs années déjà d'une loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Et pourtant, les faits de corruption économique perdurent et la non-application des textes avec en toile de fond l'impunité continue d'avoir droit de cité. L'on se demande alors à quoi sert une journée nationale de lutte contre la corruption. Mais avant, pour en parler, suivons cet élément. Compter sur la jeunesse pour gagner la bataille de la corruption, c'est l'objectif de la célébration cette année de la Journée nationale de lutte contre la corruption. Les jeunes étant les cibles vulnérables des actes de corruption, l'approche inclusive de tous les acteurs met en pole position cette importante frange de la population de notre pays estimée à 49%. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a fait un programme pour s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse constitue près de 49% de la population du Bénin, sinon même plus. Et donc, l'avenir est compromis pour la jeunesse si nous ne faisons rien pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que l'argent qui rentre dans les poches privées du fait de la corruption pouvait bien servir à réaliser des infrastructures socio-communautaires, à créer des conditions favorables pour que l'emploi puisse être au rendez-vous pour les jeunes, à faire en sorte que l'avenir de la jeunesse soit prospère dans notre pays. Et pour le faire, nous devons nous lever aujourd'hui pour travailler dans ce sens. Faire en sorte que ça puisse aller de l'avant pour que nous puissions, au lendemain, dire à la jeunesse, voici ce que nous avons pu faire pour vous garantir des avenirs meilleurs dans notre pays. Pour faire en sorte que l'horizon éclairci que nous souhaitons pour la jeunesse de notre pays puisse être au rendez-vous le plus tôt possible. Quid des impressions de quelques compatriotes? Le phénomène de la corruption, d'abord, c'est un problème, c'est un grand problème. Et ça gangrène notre pays. Donc, pour améliorer et corriger cette situation, il faut penser non seulement aux jeunes, parce que c'est aussi un problème d'éducation. Il faut sensibiliser bien les jeunes sur ce fléau. Si c'est que les jeunes de nos jours n'arrivent pas à s'épanouir, n'arrivent pas lorsqu'ils doivent déposer des dossiers, n'arrivent pas à passer dans un ordre rigoureux et qu'on doit passer au-dessus d'eux pour pouvoir passer, alors que peut-être des gens qui étaient très loin le nord pour venir à Cotonou pour pouvoir faire passer des dossiers et sont obligés de faire 4 jours, 5 jours et les opportunités sont en train d'être ratées. Ça fait que les jeunes préfèrent trouver des moyens pour pouvoir plus encourager la corruption, pour pouvoir avoir la chance de passer tôt que de rester dans la réglementation et dans la normalité. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne initiative pour pouvoir, si c'est qu'on amène plus les jeunes à s'intégrer dans la normalité et qu'on leur prouve vraiment que ça a sa valeur, ils vont vraiment s'intégrer et tout ira bien. Je ne vois pas pourquoi les jeunes s'empressent aujourd'hui d'aller à la hâte pour gagner leur vie et que d'ici à là, ils se retrouvent derrière les barreaux et puis bon, on se dit, qu'en est-il de leur éducation? Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme formation et qu'est-ce que ça revient en retour pour la nation en général? Bon, on se dit, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, en réalité, bon, si l'éducation ne répondait pas, ne reflétait pas le quartier latin, effectivement, donc ça ne donne pas une bonne image du pays. Donc j'exhorte plutôt les autorités à donner un cachet spécial pour cette journée afin que les jeunes soient plus motivés à développer leurs idéaux par rapport à cette journée. Déjà, les jeunes se sont plus ancrés dans la corruption pour s'enrichir leurs poches. Bon, ils luttent pour leur bonheur que de venir et d'exécuter le travail pour lequel ils sont vraiment engagés. Donc, vraiment, c'est le changement de la mentalité qu'il faut exhorter d'abord avant de vouloir éradiquer le mal lui-même. Le dernier rapport de Transparency International sur les États les moins touchés par la corruption et autres infractions connexes met notre pays en 3e place sur les 8 pays dans l'espace UEMOA,
en 5e place sur 15 pays dans l'espace CEDEAO, en 15e place sur 55 pays en Afrique et en 85e place sur 180 dans le monde. Journée nationale de lutte contre la corruption, donc on en parle dans le dossier de la semaine. Et avec moi sur ce plateau pour décortiquer le sujet, je reçois M. Martin Assoba. Il est le directeur exécutif de l'ONG Alcré, le président du comité de pilotage et de suivi du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin, Participe. M. Martin Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mon nom, c'est Martin Vioutou Assoba. Martin Vioutou Assoba. Oui, j'insiste sur le Vioutou parce qu'il faut revenir à l'authenticité. Absolument. Alors, monsieur Martin Vioutou Assoba, comme tout Béninois, je suis tenté de vous demander aujourd'hui, est-ce que la lutte contre la corruption est une réalité au Bénin? Mais la lutte contre la corruption est devenue une réalité. Nous avons quitté depuis l'avènement de la rupture, nous avons quitté les slogans. Nous avons quitté le parler pour ne rien combattre. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est devenue une réalité depuis 2016. Alors, depuis le vote de la loi portant lutte contre la corruption et infractions connexes, à ce jour, si on devrait faire un bilan? Déjà, c'est un effort d'avoir pris la loi. Et je félicite les honorables députés pour cela. Mon alter ego, M. Jean-Baptiste Elias, lui, a fait la lutte. On a fait la lutte ensemble pour que cette loi-là soit votée. D'ailleurs, le jour où on devrait voter la loi, lui et moi et certains d'autres parmi nous sommes allés au tribunal, à l'Assemblée nationale pour aller suivre du début jusqu'à la fin comment les choses se sont passées. Et nous avons dit bravo. Et après ça, mais Monsieur Jean-Baptiste Elias, qui est le président du FONAC et qui a été envoyé au niveau de la commission paritaire qui est devenue l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Qui est d'ailleurs issue de la loi. Qui est issue de la loi. Et compte tenu du rôle qu'il jouait déjà en tant que président du FONAC, a été choisi comme président de la NLC. Et il a mis en place des programmes où nous avons été associés pour faire la vulgarisation de la loi à travers tout le pays, à travers tous les départements. Donc, nous avons et nous continuons par faire ce qui est de notre devoir dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais seulement que nous nous retrouvons seuls, nous ne voyons pas l'engouement de la jeunesse. Et je pense que c'est pour cela que cette année, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, pour fêter le 13e anniversaire de la lutte contre la corruption, a choisi comme thématique d'associer les jeunes à cette lutte. Parce que nous sommes des partants. Hein. Oui, mais on va revenir un peu à l'engagement des jeunes, plutôt à la nécessité d'impliquer les jeunes. Dites-moi, pourquoi est-ce que la lutte peine encore à prendre au Bénin? Non, la lutte peinait à prendre. La lutte peinait. Attention, il faut parler le bon français. La lutte peinait. Avant l'année 2016, la lutte peinait. Donc depuis le vote de la loi? Depuis même pas. Le vote de la loi, c'est depuis 2011 environ. 2012 que la loi a été votée. Mais on n'a pas mis en place pour nous accompagner, nous qui sommes véritablement dans cette lutte-là, on n'a pas mis en place une structure digne du nom pour nous accompagner. Il n'y avait pas la volonté politique d'accompagner cette loi-là dans sa pratique. C'est depuis 2016 maintenant que nous avons trouvé un répondant, une volonté politique qui a mis en place une structure qui accompagne aujourd'hui cette loi-là de lutte contre la corruption. À part la NLC, quel autre instrument a été mis en place pour accompagner cette lutte-là? Mais vous avez aujourd'hui la criette. C'était une recommandation de la loi? Mais vous savez, le gouvernement a demandé à travers son ministre des Finances, a demandé à Transparency International de venir lui faire une étude sur l'évaluation du système national d'intégrité au Bénin, dans le cadre de la lutte contre la corruption.
pour voir les secteurs les plus pollués dans le cadre de la corruption. Oui. Et nous avons été choisis par Transparency International comme son partenaire local pour conduire cette étude-là, pour conduire cette évaluation. Et payé par l'Union européenne. Et avec Social Watch, nous nous sommes mis en consortium pour faire ce travail-là. Vous comprenez? Oui. Et les recommandations issues de cette étude, ces recommandations ont été transférées au chef de l'État, qui l'a fait étudier en Conseil des ministres et a instruit son ministre des Finances de mettre en application les recommandations. Et c'est aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je lui dis merci au passage. Je parle du décès, monsieur Servet Adjovi, qui est le chef de file de la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation du système national d'intégrité nationale, vous aviez mise en place par Transparency International et accompagnée par Alcrel et Social Watch. Et donc, vous aviez recommandé qu'on crée une structure pour lutter, outre les tribunaux qui existent? Mais les tribunaux disaient, les dossiers sont là, mais ils n'avaient pas, ils étaient enfouis dans les grands dossiers. Donc, il n'y avait pas une structure spécialisée. Donc, nous avons dit, pour que la lutte soit efficace et que notre loi soit accompagnée, et que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne soyons plus là à parler sans avoir de résultats et à nous époumoner pour rien. D'ailleurs, le chef de l'État, pendant son discours d'investiture, a promis et a dit qu'il fera en sorte que la société civile ne peine plus pour rien dans le cadre de la lutte contre la corruption et qu'il faut qu'il ait des résultats. C'est pour cela que moi, je supporte cette réforme-là du chef de l'État et je l'encourage à continuer. Et quoi que cela puisse nous coûter, nous allons continuer. Mais nous sommes en train de partir, nous sommes en train de vieillir. Et justement, ça fait une très belle transition sur l'engagement des jeunes aujourd'hui dans la lutte contre la corruption. Les jeunes n'ont qu'à se mettre dans la lutte au lieu de se faire corrompre. Parce que beaucoup de jeunes veulent avoir tout et tout de suite. Mais n'est-ce pas parce que le système est habitué à cela? Ils veulent avoir tout et tout de suite. Parce que les années antérieures, pendant près de 10 ans, on les a habitués à la facilité. Il suffit de vous retrouver dans un parti politique ou bien de vous retrouver et être le chantre du premier de la République. Et qu'on vous donne de l'argent ou bien que vous devenez entrepreneur politique où vous êtes chargé de remplir les salles pour les meetings, où vous êtes chargé d'organiser les marches de soutien. Alors, monsieur Martin, et que c'est vous les entrepreneurs pour organiser ces choses-là. On vous dit une bâchée, combien de personnes vous pouvez mettre dans une bâchée? Mais quand on est dans un contexte où il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi, cela se comprend, non? Oui, mais ils sont sans emploi. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas aussi aller travailler parce qu'ils ne veulent pas se gêner. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se gêner aussi. Vous pensez? Bien sûr. Mais je suis un père, un père de famille. Je suis un père de famille, mon cher ami. Mon fils aîné a déjà 42 ans. Oui. Et ma Benjamine a 25 ans. Et moi-même, je suis déjà 10 fois grand-père. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aujourd'hui avoir maison, avoir voiture, avoir femme, avoir beaucoup de maîtresses. Mais est-ce la faute à ces jeunes-là? Comme nous qui sommes leurs pères. Oui, mais est-ce la faute à ces jeunes-là? Le système également ne leur permet pas de s'épanouir comme cela se doit. Moi, je demande à chaque parent de coacher leurs enfants et de montrer à leurs enfants que la vie ne se gagne pas facilement et qu'il faut travailler pour mériter son salaire. Et que quand vous n'avez pas du boulot au niveau de l'État, vous devez pouvoir réfléchir pour pouvoir vous en sortir. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui donnent des conseils à des jeunes. Mais est-ce que ces jeunes-là,
vous leur parlez, ça ne rentre pas à l'oreille droite et ça ne sort pas à l'oreille gauche. Et après, ils disent, oh, ceux-là, ils sont en train de raconter des histoires. C'est nous, c'est pas des choses de notre temps, ça. Les jeunes qui veulent aujourd'hui grandir et avoir les mêmes avantages que leurs pères, que nous sommes, alors que nous avons travaillé des années durant pour être là où nous sommes. Alors, que doit... Et la Bible même dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, je suis les politiciens n'ont qu'à cesser. Oui. D'ailleurs, je pense qu'avec les regroupements actuels, les jeux de facilité auxquels nous assistons. Laissons les politiciens. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire aujourd'hui? On ne va pas laisser les politiciens. C'est les politiciens, certains qui ont habitué les jeunes à la facilité. Oui, alors aujourd'hui, que faut-il faire pour que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre la corruption? Et vous avez des gens aujourd'hui qui sont dans la politique, mais qui ne sont même pas commerçants, qui ne font rien. On se demande même où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour donner aux enfants, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour aller faire campagne. Alors, monsieur, quand on demande aujourd'hui aux jeunes de s'impliquer dans la lutte contre la corruption, comment est-ce qu'il faut les pousser à aller? Mais ils n'ont qu'à s'organiser entre eux. Au lieu de s'organiser tout le temps pour dire qu'ils vont aller faire la politique politicienne, mais ils n'ont qu'à s'organiser, ne serait-ce que dans leur commune ou dans leur quartier. Au lieu de dire nous... Ils vont s'organiser pour faire quoi? Mais ils vont s'organiser pour demander des comptes à leur mandant, c'est-à-dire le conseil communal. Ils n'ont qu'à commencer par faire ça. Ils n'ont qu'à s'organiser pour aller demander des comptes, en groupe organisé pour aller demander des comptes dans les ministères, pour savoir comment les ministères sont gérés, pour savoir comment les marchés publics sont passés, pour savoir comment les contrats sont signés. Mais dans et le rendre public. Mais dans cet environnement où il est difficile d'avoir l'information, vous pensez que ces jeunes auront gain de cause? Écoutez, ils n'ont qu'à faire écho du travail qu'ils font. Et ils trouveront des gens pour les soutenir. Mais nous, personne ne nous a forcé à faire ce que nous faisons. Comment tu es jeune dans une commune et tu ne t'intéresses même pas aux activités de monsieur le maire, ni du CA, ni du chef d'arrondissement, ainsi de suite. Et vous êtes dans une communauté et vous vivez comme des étrangers dans cette communauté. Vous vivez comme des habitants simples. Vous ne vivez pas comme des citoyens. Et quand vous voulez entendre parler d'un mouvement, c'est un mouvement politique. Ce n'est jamais un mouvement de jeunes pour lutter contre la corruption. Pour faire la veille sur ce qui se passe dans leur communauté. Pour que la transparence dans la gestion devienne une réalité. On ne les trouve pas. On ne les trouve que s'organiser en mouvement politique. Alors aujourd'hui, le Bénin est 3e dans l'espace UEMOA. Oui. C'est un bon score, on devrait croiser les doigts. Non, pas du tout. Au contraire, vous verrez. Au fil des années, nous finirons par être premiers avec ce qui se passe aujourd'hui. Quand bien même les gens disent ce qu'ils disent, parce qu'aujourd'hui, ils ont leurs amis qui étaient à des postes de responsabilité et qui leur faisaient des passes droits. Et qu'aujourd'hui, tout ça est coincé et on veut coincer ceux-là parce qu'il y a des choses contre ces personnes. Même quand c'est des soupçons, on vous demande, venez vous défendre. Venez vous défendre. On n'a pas encore dit que quelqu'un sur qui pèse un soupçon est déjà un voleur. C'est pour cela que le tribunal est là, c'est pour cela que les avocats sont là. Pensez-vous que plutôt zéro corruption au Bénin aujourd'hui, ce soit possible? Non, il n'y aura pas zéro corruption. Mais nous allons sensiblement diminuer la corruption. Et les gens prendront conscience de comment il faut gérer les fonds publics dans notre pays. Mais pourquoi parce que les fonds publics ne sont pas des fonds privés. Pourquoi ne peut-on pas atteindre zéro corruption? Il faut dire que la corruption, elle est aussi vieille que le monde. La corruption, elle est aussi vieille que la prostitution. Donc, ne nous leurrons pas. Ne disons pas que la corruption va être complètement enrayée. Non. Mais nous allons faire en sorte que la corruption soit sensiblement diminuée et que les gens puissent avoir peur lorsqu'ils ont la charge de gérer les fonds
publique. Merci beaucoup à vous, monsieur Martin Vioutou-Assoba. Ne dites pas que je vous ai arrêté, mais le temps est presque parti. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Alcré, le président du comité de pilotage et de suivi du programme de participation citoyenne aux politiques publiques du Bénin, Participe. C'est bien cela. Merci donc à vous pour ces éclaircissements. C'est fini pour ce numéro de Week Echo. Vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Pour le moment, gardez le sourire et à la prochaine.